Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 23 et 24 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 23, dans lequel le nez de Passepartout s'allonge démesurément. Le lendemain, Passepartout, éreinté, affamé, se dit qu'il fallait manger à tout prix et que le plus tôt serait le mieux. Il avait bien cette ressource de vendre sa montre, mais il fut plutôt mort de faim. C'était alors le cas ou jamais, pour ce brave garçon, d'utiliser la voix forte, sinon mélodieuse, dont la nature l'avait gratifié. Il savait quelques refrains de France et d'Angleterre, et il résolut de les essayer. Les Japonais devaient certainement être amateurs de musique, du tam-tam et des tambours, et ils ne pouvaient qu'apprécier les talents d'un virtuose européen. Mais peut-être était-il un peu matin pour organiser un concert, et les dilettanti, inopinément réveillés, n'auraient peut-être pas payé le chanteur en monnaie à l'effigie de Mikado. Passepartout se décida donc à attendre quelques heures. Mais, tout en cheminant, il fit cette réflexion qu'il semblerait trop bien vêtu pour un artiste ambulant, et l'idée lui vint alors d'échanger ses vêtements contre une défroque plus en harmonie avec sa position. Cet échange devait, d'ailleurs, produire une soulte qu'il pourrait immédiatement appliquer à satisfaire son appétit. Cette résolution prise, restait à l'exécuter. Ce ne fut qu'après de longues recherches que Passepartout découvrit un brocanteur indigène auquel il exposa sa demande. L'habit européen plut au brocanteur et bientôt Passepartout sortait, affublé d'une vieille robe japonaise et coiffé d'une sorte de turban à côté, décoloré sous l'action du temps. Mais en retour, quelques piécettes d'argent résonnaient dans sa poche. Bon, pensa-t-il, je me figurerai que nous sommes au carnaval. Le premier soin de Passepartout, ainsi japonaisé, fut d'entrer dans une tea-house de modestes apparences, et là, d'un reste de volaille et de quelques poignées de riz, il déjeuna en homme pour qui le dîner serait encore un problème à résoudre. Maintenant, se dit-il, quand il fut copieusement restauré, il s'agit de ne pas perdre la tête. Je n'ai plus la ressource de vendre cette défroque contre une autre encore plus japonaise. Il faut donc aviser au moyen de quitter le plus promptement possible ce pays du soleil, dont je ne garderai qu'un lamentable souvenir. Passepartout songea alors à visiter les paquebots en partance pour l'Amérique. Il comptait s'offrir en qualité de cuisinier ou de domestique, ne demandant pour toute rétribution que le passage et la nourriture. Une fois à San Francisco, il verrait à se tirer d'affaire. L'important, c'était de traverser ces 4700 miles du Pacifique qui s'étendent entre le Japon et le Nouveau Monde. Passepartout n'étant point homme à laisser languir une idée, il se dirigea vers le port de Yokohama. Mais à mesure qu'il s'approchait des docks, son projet, qui lui avait paru si simple au moment où il en avait eu l'idée, lui sembla de plus en plus inexécutable. Pourquoi aurait-on besoin d'un cuisinier ou d'un domestique à bord d'un paquebot américain? Et quelle confiance inspirerait-il affublé de la sorte? Quelles recommandations faire valoir? Quelles références indiquer? Comme il réfléchissait ainsi, ses regards tombèrent sur une immense affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Cette affiche était ainsi libellée en anglais. Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Batuclar. Dernière représentation avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique des Long-nez, sous l'invocation directe du dieu Tengu. Grande attraction. Les États-Unis d'Amérique, s'écria Passepartout. Voilà justement mon affaire. Il suivit l'homme affiche et, à sa suite, il rentra bientôt dans la ville japonaise. Un quart d'heure plus tard, il s'arrêtait devant une vaste case que couronnaient plusieurs faisceaux de banderoles et dont les parois extérieures représentaient sans perspective, mais en couleurs violentes, toute une bande de jongleurs. C'était l'établissement de l'honorable Buteclar, sorte de Barnum américain, directeur d'une troupe de saltimbanques, jongleurs, clowns, acrobates, équilibristes, gymnases, qui, suivant l'affiche, donnait sa dernière représentation avant de quitter l'Empire du Soleil pour les États de l'Union. Passepartout entra sous un péristyle qui précédait la case et demanda M. Buteclar. M. Buteclar apparut en personne. « Que voulez-vous » dit-il à Passepartout, qu'il prit d'abord pour un indigène. « Avez-vous besoin d'un domestique » demanda Passepartout. « Un domestique » s'écria le Barnum en caressant l'épaisse barbiche grise qui foisonnait sous son menton. « J'en ai deux, obéissants, fidèles, qui ne m'ont jamais quitté et qui ne me servent pour rien, à condition que je les nourrisse.
Et les voilà, ajouta-t-il en montrant ses 2 bras robustes, sillonnés de veines grosses comme des cordes de contrebasse. Ainsi, je ne puis vous être bon à rien? À rien. Diable, ça m'aurait pourtant fort convenu de partir avec vous. Ah ça, dit l'honorable Buteclar, vous êtes japonais comme je suis un singe. Pourquoi donc êtes-vous habillé de la sorte? On s'habille comme on peut. Vrai cela. Vous êtes un Français, vous? Oui, un Parisien de Paris. Alors, vous devez savoir faire des grimaces? Ma foi, répondit Passepartout, vexé de voir sa nationalité provoquer cette demande. Nous autres Français, nous savons faire des grimaces, c'est vrai, mais pas mieux que les Américains. Juste. Eh bien, si je ne vous prends pas comme domestique, je peux vous prendre comme clown. Vous comprenez, mon brave? En France, on exhibe des farceurs étrangers, et à l'étranger, des farceurs français. Ah, vous êtes vigoureux d'ailleurs, surtout quand je sors de table. Et vous savez chanter? Oui, répondit Passepartout, qui avait autrefois fait sa partie dans quelques concerts de rue. Mais savez-vous chanter la tête en bas, avec une toupie tournante sur la plante du pied gauche et un sabre en équilibre sur la plante du pied droit? Parbleu, répondit Passepartout, qui se rappelait les premiers exercices de son jeune âge. C'est que, voyez-vous, tout est là, répondit l'honorable Buteclar. L'engagement fut conclu hic et nunc. Enfin, Passepartout avait trouvé une position. Il était engagé pour tout faire dans la célèbre troupe japonaise. C'était peu flatteur, mais avant 8 jours, il serait en route pour San Francisco. La représentation, annoncée à grand fracas par l'honorable Buteclar, devait commencer à 3 heures, et bientôt les formidables instruments d'un orchestre japonais, tambour et tam-tam, tonnaient à la porte. On comprend bien que Passepartout n'avait pu étudier un rôle, mais il devait prêter l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la grappe humaine, exécuté par les longs nez du dieu Tengu. Ce Great Attraction de la représentation devait clore la série des exercices. Avant 3 heures, les spectateurs avaient envahi la vaste case. Européens et indigènes, Chinois et Japonais, hommes, femmes et enfants se précipitaient sur les étroites banquettes et dans les loges qui faisaient face à la scène. Les musiciens étaient rentrés à l'intérieur et l'orchestre au complet, gong, tam-tam, cliquettes, flûtes, tambourins et grosses caisses, opérait avec fureur. Cette représentation fut ce que sont toutes ces exhibitions d'acrobates. Mais il faut bien avouer que les Japonais sont les premiers équilibristes du monde. L'un, armé de son éventail et de petits morceaux de papier, exécutait l'exercice si gracieux des papillons et des fleurs. Un autre, avec la fumée odorante de sa pipe, traçait rapidement dans l'air une série de mots bleuâtres qui formaient un compliment à l'adresse de l'assemblée. Celui-ci jonglait avec des bougies allumées, qu'il éteignait successivement quand elles passèrent devant ses lèvres, et qu'il ralluma l'une à l'autre sans interrompre un seul instant sa prestigieuse jonglerie. Celui-là reproduisit, au moyen des toupies tournantes, les plus invraisemblables combinaisons. Sous sa main, ces ronflantes machines semblaient s'animer d'une vie propre dont leur interminable gération. Elles couraient du tuyau de pipe sur des tranchants de sabre, sur des fils de fer, véritables cheveux tendus, d'un côté de la scène à l'autre. Elles faisaient le tour d'un grand vase de cristal, elles gravissaient des échelles de bambou, elles se dispersaient dans tous les coins, produisant des effets harmoniques d'un étrange caractère, en combinant leurs tonalités diverses. Les jongleurs jonglaient avec elles, et elles tournaient dans les airs. Ils les lançaient comme des volants, avec des raquettes de bois, et elles tournaient toujours. Ils les fourraient dans leurs poches, et quand ils les retiraient, elles tournaient encore, jusqu'au moment où un ressort détendu les faisait s'épanouir en gerbes d'artifice. Inutile de décrire ici les prodigieux exercices des acrobates et gymnastes de la troupe. Les tours de l'échelle, de la perche, de la boule, des tonneaux, etc., furent exécutés avec une précision remarquable. Mais le principal attrait de la représentation était l'exhibition de ces longs nez, étonnants équilibristes que l'Europe ne connaît pas encore. Ces longs nez forment une corporation particulière, placée sous l'invocation directe du dieu Tengu. Vêtus comme des héros du Moyen-Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leurs épaules. Mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée, et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien de moins que des bambous, longs de 5, de 6, de 10 pieds, les uns droits, les autres courbés, ceux-ci lisses, ceux-là verruqueux. Or, c'était sur ces appendices fixés d'une solide façon que s'opéraient tous les exercices d'équilibristes. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tengu
se couchèrent sur le dos et leurs camarades vinrent s'abattre sur leur nez, dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là et exécutant les tours les plus invraisemblables. Pour terminer, on avait spécialement annoncé au public la pyramide humaine dans laquelle une cinquantaine de longs nez devaient figurer, le char de Jaggernaut. Mais au lieu de former cette pyramide en prenant leurs épaules pour point d'appui, les artistes de l'honorable Buteclar ne devaient s'emmancher que par leur nez. Or, l'un de ceux qui formaient la base du char avait quitté la troupe, et comme il suffisait d'être vigoureux et adroit, Passepartout avait été choisi pour le remplacer. Certes, le digne garçon se sentit tout piteux quand, triste souvenir de sa jeunesse, il eut endossé son costume du Moyen-Âge, orné d'ailes multicolores, et qu'un nez de 6 pieds lui eût été appliqué sur la face. Mais enfin ce nez, c'était son gagne-pain, et il en prit son parti. Passepartout entra en scène et vint se ranger avec ceux de ses collègues qui devaient figurer la base du char de Jaggernaut. Tous s'étendirent à terre, le nez dressé vers le ciel. Une seconde section d'équilibristes vint se poser sur ses longs appendices, une troisième s'étagea au-dessus, puis une quatrième, et sur ces nez qui ne se touchaient que par leurs pointes, un monument humain s'éleva bientôt jusqu'aux frises du théâtre. Or, les applaudissements redoublaient, et les instruments de l'orchestre éclataient comme autant de tonnerres, quand la pyramide s'ébranla, l'équilibre se rompit, un des nez de la base vint à manquer, et le monument s'écroula comme un château de cartes. C'était la faute à Passepartout, qui, abandonnant son poste, franchissant la rampe sans le secours de ses ailes et grimpant à la galerie de droite, tombait aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Ah, mon maître! Mon maître !»« Vous? Moi? Eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon !» Monsieur Fogg, mademoiselle Aouda qui l'accompagnait, Passepartout s'était précipité par les couloirs au dehors de la case. Mais, là, ils trouvèrent l'honorable Butaclar furieux, qui réclamait des dommages et intérêts pour la casse. Phileas Fogg apaisa sa fureur en lui jetant une poignée de banknotes. Et, à 6h30 au moment où il allait partir, M. Fogg et Mlle Aouda mettaient le pied sur le paquebot américain, suivi de Passepartout, les ailes au dos, et sur la face ce nez de 6 pieds qu'il n'avait pas encore pu arracher de son visage. Chapitre 24, pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique. Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tankadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama. Le capitaine, voyant un pavillon en berne, s'était dirigé vers la petite goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron, John Busby, 550 livres. Puis l'honorable gentleman, mademoiselle Aouda et Fix étaient montés à bord du steamer qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, le 14 novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant Fix aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic, et là, il apprenait, à la grande joie de mademoiselle Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le Français Passepartout était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout, quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Butaclar. Il n'eût certes point reconnu son serviteur sous ses excentriques accoutrements de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir un mouvement de son nez, de là rupture de l'équilibre et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de mademoiselle Aouda, qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama, en compagnie d'un sieur Fix sur la goélette de la Tankardère. Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que Passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium dans une tabagie de Yokohama. M. Fogg écouta froidement ce récit sans répondre, puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer, à bord, des habits plus convenables. Et en effet, 1 heure ne s'était pas écoulée que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappelât le sectateur du dieu Tengu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam et se nommait le Général Grant.
C'était un vaste steamer à roues, jaugeant 2500 tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au-dessus du pont. À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston et à l'autre celle d'une bielle qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le général Grant était gréé en 3 mâts goélettes et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. À filer ses 12 milles à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de 21 jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer, des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable émigration de coolies pour l'Amérique et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leurs congés en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu sur ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. M. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire. Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait, et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique Fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, mademoiselle Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent, elle causait avec Passepartout, qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de mademoiselle Aouda. Ce brave garçon avait, maintenant, à l'égard de son maître, la foi du charbonnier. Il ne tarissait pas en éloges sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait mademoiselle Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, et que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffiraient, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. 9 jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait exactement parcouru la moitié du globe terrestre. En effet, le général Grant, le 23 novembre, passait au 180e méridien, celui-ci sur lequel se trouvent, dans l'hémisphère austral, les antipodes de Londres. Sur 80 jours mis à sa disposition, M. Fogg, il est vrai, en avait employé 52, et il ne lui en restait plus que 28 à dépenser. Mais il faut remarquer que si le gentleman se trouvait à moitié route seulement par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des 2 tiers du parcours total. Quel détour forcé en effet, de Londres à Éden, d'Éden à Bombay, de Calcutta à Singapour et de Singapour à Yokohama. À suivre circulairement le 50e parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de 12 milles environ, tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir 26 milles, dont il avait fait environ 17 500 à cette date du 23 novembre. Mais maintenant, la route était droite, et Fix n'était plus là pour y accumuler les obstacles. Il arriva aussi que, ce 23 novembre, Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausse toutes les heures des pays qu'il traversait. Or, ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste, il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire s'il eût été présent. Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, répétait Passepartout. Hein, ces gens, si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre, le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. Passepartout ignorait ceci, c'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en 24 heures, comme les horloges italiennes, il n'aurait en aucun motif de triompher, car les aiguilles de son instrument, quand il était 9 heures du matin à bord, auraient indiqué 9 heures du soir, c'est-à-dire le 21e heure depuis minuit. Différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le 180e méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout sans doute eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si, par impossible, l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ces moments, il est préférable que Passepartout, à bon droit rancunier,
eût traité avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment? Fix était précisément à bord du général Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent, abandonnant M. Fogg qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà 40 jours de date. Mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même Carnatic, à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective. Le mandat devenait inutile. Le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises. Un acte d'extradition était maintenant nécessaire pour l'arrêter. Soit, se dit Fix après le premier moment de colère. Mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans ses parties, croyant avoir dépisté la police. Bien, je le suivrai jusque-là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il en reste. Mais en voyage, en prime, en procès, en amende, en éléphant, en frais de toutes sortes, mon homme a déjà laissé plus de 5000 livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le général Grant. Il était à bord quand M. Fogg et Mlle Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre. Et grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi lorsque ce jour-là précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix sans autre explication et au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui. Il administra au malheureux inspecteur une volée superbe qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout eut fini, il se trouva plus calme et comme soulagé. Fix se releva en assez mauvais état et, regardant son adversaire, il lui dit froidement « Est-ce fini ?»« Oui, pour l'instant. »« Alors venez me parler. »« Que je... Dans l'intérêt de votre maître. » Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. « Vous m'avez rossé, dit Fix. Bien, à présent écoutez-moi. Jusqu'ici j'ai été l'adversaire de M. Fogg, mais maintenant je suis dans son jeu. »« Enfin, s'écria Passepartout. Vous le croyez un honnête homme, non ? » ?»« Non, répondit froidement Fix. Je le crois un coquin. Chut, ne bougez pas et laissez-moi dire. Tant que M. Fogg a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay, je vous ai enivré à Hong Kong, je vous ai séparé de votre maître, je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. Passepartout écoutait, les poings fermés. Maintenant, reprit Fix, M. Fogg semble retourner en Angleterre. Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu est changé, et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien, car c'est en Angleterre seulement que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Passepartout avait très attentivement écouté Fix, et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. « Sommes-nous amis ?» demanda Fix. « Amis, non, répondit Passepartout. Alliés, oui, et sous bénéfice d'inventaire, car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. »« Convenu, dit tranquillement l'inspecteur de police. 11 jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de Porto d'Or et arrivait à San Francisco. M. Fogg n'avait encore ni gagné, ni perdu un seul jour. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.